Et bonjour et bienvenue pour le second webinaire organisé par Rockrider. Merci à vous de vous être connectés si nombreux. Alors avant de commencer par les présentations, je vais vous présenter un petit peu le contexte. Cette année, on va essayer d'organiser un webinaire tous les mois en fonction des thématiques qui sont liées à la saison. Alors ce soir, ce sera comment préparer sa saison de cross-country. Alors, notre objectif ce soir, ce sera de partager l'expérience de deux compétiteurs de VTT cross-country. Comment préparent-ils leur saison en hiver? Quelles sont leurs astuces? Quels sont leurs conseils? Voilà. Avant de démarrer, je souhaite aussi vous préciser qu'on n'est pas des préparateurs physiques, on n'a pas la prétention de l'être. On veut juste voilà, pouvoir vous partager au travers de deux témoignages les conseils, les astuces de deux pratiquants assidus. Voilà, alors bien sûr, le webinaire il sera encore plus participatif si vous posez vos questions. Alors pour cela, la solution la plus simple qu'on vous propose, c'est d'aller dans l'onglet questions qui est sur votre droite et de poser la question que vous voulez que nos deux intervenants, auxquelles vous voulez que nos deux intervenants répondent. Donc vous allez dans l'onglet questions, vous posez la question. Si une question apparaît une deuxième fois, il suffira simplement de voter pour cette question. Comme ça, elle sera plébiscitée plus rapidement. Alors, avant de démarrer, avant de vous présenter Pierre et Joseph, je vous propose de démarrer par un sondage. Alors, le sondage est très simple. La question, c'est qui s'entraîne l'hiver? Alors, vous entraînez-vous l'hiver plutôt? Et la réponse, donc, ce sera oui ou ce sera non. Et pour y répondre, il suffit d'aller dans l'onglet sondage qui est juste à côté de l'onglet questions. Voilà, c'est parti. Donc Joseph, Pierre, je vous propose de vous présenter. Dites-nous ce que vous faites chez Rockrider, quel est votre niveau de pratique du cross-country, quel type de pratique vous faites, et puis ensuite rapidement, sans rentrer dans le détail, ce que vous faites l'hiver. Bon, je propose à Joseph de démarrer, c'est le dernier arrivant, et il est en plus déjà prêt avec son casque sur la tête. Ça y est, moi j'ai déjà le casque pour aller m'entraîner. Non, je rigole. Non, donc je suis ingénieur produit donc chez Rockrider depuis peu. J'ai été passionné VTT, cross-country. J'ai été ambassadeur pendant un an. Voilà, et donc maintenant, donc, j'ai rejoint l'équipe de conception. En fait, j'ai fait de nombreuses courses dans les années précédentes. Donc, en 2020, ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai quand même fait la Swiss Epic, qui est une grosse course au niveau UCI. J'ai fait également la Cap Epic, l'Andalusia Bike Race, l'Israël Epic, voilà, de nombreuses courses à un niveau international et notamment aussi les championnats du monde 3 fois. Voilà, donc je suis vraiment un passionné de VTT cross-country, marathon et même olympique. Et donc, voilà, je vais laisser la parole à Pierre pour se présenter. Et juste, je vais rajouter quand même que donc moi, la préparation l'hiver, je suis originaire de Grenoble, c'est beaucoup, c'est beaucoup quelque chose comment dire, avec la météo, je dois vraiment jongler avec les éléments. Je fais je commence par beaucoup de foncier, avec aussi des sorties en trail, en ski de fond. Et voilà, et après, donc j'augmente un peu la charge au niveau du spécifique. On en parlera un peu plus tard. Voilà, je vais laisser la parole à Pierre. Super, merci Joseph. Tout d'abord, bienvenue à tous. Merci pour votre présence. Donc voilà, je m'appelle Pierre, moi je suis chef de produit sur le VTT XEC. J'ai de 34 ans, passionné de vélo et encore plus de VTT. Donc je fais de la compète depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé sur des courses plutôt au format XCO. Puis pendant 6-7 ans, j'ai fait du cross-country marathon. Pas au niveau de Joseph, donc j'ai réussi à avoir quelques points UCI, mais j'ai plutôt un niveau national ou régional selon les saisons et la charge de travail que j'ai au boulot. Et pour cette année 2021, je vais plutôt repasser sur des formats un peu plus courts, donc cross-country olympique. La compète m'a permis de voir des super endroits. Je pense à une course qui m'a vraiment marqué, c'est la Four Island en Croatie. C'est une course qui se passe en 4 jours et à chaque fois, c'est sur une île différente. Plutôt format marathon. Voilà, ça c'était un super souvenir et il y en a d'autres que je pourrais vous partager. Je pense tout à l'heure et au fur et à mesure des discussions.
Et Pierre, juste pour être très, très explicite, c'est quoi la différence entre les deux formats principaux, le Il y a marathon un et le petit format souci de olympique? connexion. Voilà, alors cross-country olympique, c'est un format qui est plus court, qui se passe plutôt par tour. Donc, c'est normé via l'UCI. Donc, l'UCI a mis des règles en disant, voilà, vous pouvez rouler sur une superficie de X kilomètres carrés et la course fait environ 1h30. Le cross-country marathon, c'est une longue boucle, c'est beaucoup plus ouvert puisqu'on est sur des distances qui vont de 60 km à 160, 180, qui peuvent aller jusqu'à 8 heures, voire 10 heures d'effort. Il y a des courses assez extrêmes, je pense à la MDRS, au Grand Raid de BCVS en Suisse, avec des dénivelés de 5000, 6000 mètres parfois. Ok, super, merci Pierre. Alors pour démarrer, alors je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Alors bien sûr, moi j'ai des questions à poser à nos deux invités. Alors même si je pense que Joseph, on a peut-être un peu perdu Joseph, on va laisser revenir. Il y a un petit problème de connexion. Ça m'amuse de dire que c'est les aléas du direct. Je me prends pour un présentateur télé. Donc la première question qui me vient naturellement, du coup je te la pose à toi Pierre, c'est pourquoi continuer à s'entraîner l'hiver? C'est une bonne question. Bon, tout d'abord, je pense que la première clé d'entrée, c'est le plaisir. On fait du vélo par plaisir et pour pouvoir se dépenser. Après, pour quelqu'un qui a la volonté de faire de la compétition, c'est important de voir des cycles d'entraînement calés plutôt sur une année. Donc, l'hiver, ici, on est plutôt pratiquement à la sortie de l'hiver, mais je vais dire sur le mois de novembre, décembre, on va continuer à faire de l'activité physique d'après ses affinités, donc de la course à pied. Joseph parlait tout à l'heure du ski de fond parce qu'il habite à la montagne, de la natation, de la préparation physique générale, du gainage, etc. Et au fur et à mesure, on va pouvoir faire de plus en plus de vélo long. C'est important de continuer à faire du sport en hiver pour pouvoir garder la forme et ne pas perdre trop par rapport à la forme qu'on va pouvoir retrouver en saison. Pour moi, la clé importante, c'est d'avoir l'envie. Donc, il ne faut pas faire trop d'heures non plus en hiver. Il faut juste garder la forme et continuer à se dépenser. Ça peut être de la marche en montagne, ça peut même être couper du bois. Voilà. Ce qui est important, c'est de continuer à se dépenser. Ok, donc de ce fait, pas forcément continuer avec les VTT, mais plutôt maintenir une activité sportive. Est-ce qu'il y a des sports l'hiver qui sont plus recommandés ou plus compatibles avec la préparation qu'exige le VTT cross-country? Du coup, peut-être Joseph pour ton retour parmi nous. Désolé, effectivement, j'ai un petit problème de connexion. Donc moi, ce que je fais beaucoup, c'est l'hiver, c'est du ski de fond, du trail et du renforcement musculaire. Donc l'avantage, en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est plutôt des sports d'endurance quand même pour essayer quand même de se rapprocher un minimum du vélo. Et alors après, moi, j'aimais bien le ski de fond parce que ça te faisait aussi travailler le haut du corps. Et en VTT, c'est quand même un aspect souvent qu'on néglige un petit peu pendant la saison. Même si jamais on devrait faire du renforcement musculaire toute la saison, parfois, c'est vrai que ça passe un peu à la trappe. Donc, voilà, tous les sports en fait, donc d'endurance qui mobilisent un peu les chaînes musculaires supérieures, ça permet d'arriver en fait prêt pour la saison et en ayant aussi un peu bossé entre guillemets, les points faibles, c'est-à-dire le haut du corps, les bras, les épaules. Voilà, et en plus bien sûr de faire marcher le système cardio-respiratoire à fond. Donc voilà, je fais du vélo donc à Grenoble, mais voilà, avec les limites de la météo, parce que parfois ça peut être compliqué. Et j'hésite pas en fait à remplacer des séances de vélo par des séances de trail ou de ski de fond si jamais la météo est vraiment compliquée. Donc voilà, je fais à côté de ça, je fais souvent des séances en fait de PPG. Donc voilà, de renforcement musculaire, donc du gainage dynamique, donc des pompes, ce genre de choses qui permettent en fait de vraiment gainer sur son vélo lors de la reprise et ne pas avoir mal au dos notamment, ne pas se blesser, voilà, c'est quelque chose d'important, souvent un peu négligé, mais qui permet d'être vraiment dans de bonnes conditions après. Et c'est vraiment mon entraîneur m'a souvent dit en fait vraiment la préparation hivernale, c'est la base de la pyramide.
vous devez, si votre base est large, vous pourrez monter haut. Voilà. Au contraire, si jamais votre préparation est vraiment réduite, vous aurez du mal à monter haut parce qu'en fait, voilà, il vous manquera la base. Ok, très bien. Et du coup, j'entends aussi, et je pense que c'est une différence par rapport au véloroute notamment, c'est le muscler le haut du corps. Ça a de l'importance en VTT plus que sur la route. Pour quelle raison? Bah, clairement, les vélos, ils sont déjà un petit peu plus lourds en VTT. Il y a 3-4 kilos d'écart, ça dépend des modèles, si on roule sur un touche suspendu ou Artel. Et surtout, en VTT, on est beaucoup plus soumis à des chocs. Les parcours deviennent aussi beaucoup plus techniques. Donc, pour ceux qui suivent peut-être les Coupes du Monde sur Red Bull TV ou sur Internet, et qui ont pu voir même des grandes courses ou même des Coupes de France, il y a parfois des gros jumps à passer, il faut relancer beaucoup. Donc, c'est un sport où on est beaucoup plus aussi en danseuse qu'en route. Donc, c'est important de ne pas avoir une disproportion entre la musculature qu'on va avoir sur le haut du corps et sur le bas. Et la deuxième chose, c'est comme Joseph l'a dit, ça va éviter aussi d'avoir des douleurs dans le dos. Donc, quelqu'un qui va rouler en semi-rigide pendant plus de 3 heures sur des parcours assez cassants, ça va vraiment l'aider d'être bien guidé au niveau du dos, des abdominaux, etc. Ok, donc du coup, ouais, effectivement, peut-être mettre de côté le VTT si vous avez envie de le mettre de côté, si vous ne pouvez pas le pratiquer, et en profiter pour faire des sports qui permettent de renforcer cette base de la pyramide, notamment en musclant le haut du corps, ce qui peut être un bon moyen de démarrer en bonne santé physique. Alors, on va démarrer aussi par les questions, les questions des internautes. Il y en a une de Benoît qui nous dit faut-il couper complètement une fois par an? Alors si oui, est-ce que c'est en hiver ou est-ce que ça peut être à un autre moment? Et combien de temps? Alors peut-être Joseph, tu peux répondre à cette question. Alors, moi, je vais répondre un peu avec mon expérience personnelle. Moi, j'avais besoin de couper en fait en fin de saison, donc je faisais des grosses saisons pendant les meilleures années, facilement 30-35 jours de course, et aussi vraiment la saison commençait très très tôt, donc en fait, c'est-à-dire les saisons pour moi elles commençaient fin janvier, début février, c'est-à-dire que en fait, je commençais réellement à m'entraîner vraiment sérieusement à partir de début novembre, mi-novembre. Voilà, quand on arrive après au mois de septembre, octobre, ça fait long. Donc j'avais besoin en fait psychologiquement souvent j'étais en forme, mais j'avais besoin psychologiquement de passer à quelque chose d'autre. Donc j'avais besoin et souvent avant de passer à quelque chose d'autre, de repartir sur du trail, sur du ski de fond, je faisais une vraie coupure de 2 semaines avec quasiment aucun sport, voilà, ou alors vraiment à l'envie quoi. Et donc ça c'était important pour moi de couper. Après ça dépendra des personnes, je pense qui roulent moins. Il faut vraiment voir ça en fait en fonction de. Il ne faut pas hésiter à couper quand même un petit peu, enfin faire un petit peu autre chose en tout cas pendant l'intersaison pour après être très frais psychologiquement pendant la saison parce que voilà, j'ai vu beaucoup de pilotes souvent être arrivés en fin de saison en ayant fait une saison voilà pas trop grosse et puis repartir sur une très grosse saison sans couper et en fait quand ils arrivent au milieu de la saison ils sont épuisés quoi. Psychologiquement c'est dur. Donc, je conseillerais plutôt de pas hésiter à faire un petit break de 1 semaine, 2 semaines pour repartir sur de bonnes bases et gonfler à bloc. Ouais, et du coup, peut-être ouais, c'est une économie, c'est une économie qui permet de repartir, on va dire gonfler à bloc. Tu disais garder l'envie. Et d'ailleurs, peut-être Pierre, je sais que tu as toi une expérience perso sur le fait justement de pas avoir forcément coupé, de pas avoir forcément su couper l'hiver. Parfois, il peut arriver un risque de surentraînement. Comme Joseph l'a dit, on peut arriver dans la période du Rock d'Azur, le mois d'octobre, encore en pleine forme, sentiment un peu d'invincibilité, etc. Donc, pas de coupure, on continue. Et puis, il y a un moment où ça casse. Donc, même les meilleurs professionnels, ils font des coupures. Ils en ont même encore plus besoin que des amateurs. Donc, je pense que cette coupure, elle est importante. Alors, c'est plutôt une coupure qu'on va faire au mois d'octobre, novembre. Ça dépend des objectifs de chacun. Il ne faut pas avoir peur non plus aussi en saison.
milieu de saison de se prendre quelques jours de repos. En fait, le message, moi, je pense qu'il est important à faire passer, c'est qu'il faut être à l'écoute de son corps. Donc, si on est fatigué, il faut se reposer. Il y a différents signaux. Il ne faut pas avoir peur. Arrêter 3 à 4 jours de faire du vélo, ça ne va pas avoir une énorme influence. En tout cas, ça va vite récupérer, tandis qu'augmenter la charge alors qu'on est déjà fatigué, ça, c'est beaucoup plus risqué, je pense. Je rajouterais une petite chose, et c'est très bien ce que dit Pierre. En fait, c'est juste, j'ajouterais que en fait, vraiment la base de l'entraînement, c'est donc, de mettre une charge physique, et c'est après derrière de récupérer. Et la récupération en fait, est aussi importante que l'entraînement en lui-même. En fait, il faut vraiment savoir adapter en fait, en fonction aussi de sa charge, par exemple, de travail, de sa charge dans sa vie personnelle. Si vous avez des enfants, si vous avez un job qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ben, il faut savoir adapter vraiment quasiment au jour le jour, savoir se dire, bon, aujourd'hui, j'ai une grosse journée, je vais peut-être faire quelque chose, mais moins dur que d'habitude. Je vais faire une sortie, je vais quand même rouler une demi-heure, mais franchement, je vais moins forcer que d'habitude. Ou alors aujourd'hui, c'était plus light. Puis voilà, je vais pouvoir être un peu plus, aller un peu plus fort à l'entraînement. Il faut savoir vraiment voilà, s'écouter et ne pas hésiter, vraiment, ne pas oublier que la récupération, c'est 50% de l'entraînement. Ok, super, merci. Alors là, on a une question de Jean-Daniel qui nous dit en fait à quel moment, à combien de temps de la première compétition on peut commencer à démarrer l'entraînement et comment on va reprendre? Est-ce qu'il y a des séances qu'il faut privilégier quand on reprend après une coupure? Voilà, et quelle fréquence par semaine? À quelle fréquence par semaine on peut reprendre également? Tout dépend, je pense, des objectifs. Est-ce que les premières courses, ce sera des courses de préparation ou pas? Moi, je pense que entre 2 et 3 mois avant les premières compètes, c'est intéressant de reprendre le vélo et de plus en plus de vélo. Donc, il y aura une période transitoire où on va continuer à faire du vélo, un peu de course à pied, de natation, du ski de fond, etc. Et puis, au plus on se rapproche des premières courses, au plus on va faire du vélo, on va augmenter les intensités. Donc, on recommence en faisant des sorties pas trop longues, puis on augmente le volume petit à petit, et puis les intensités maintenant. Ça, c'est vraiment des principes généraux qui doivent être affinés en fonction de la distance, du passé de chacun. Quelqu'un qui roule 5000 km par an ou qui roule 15 000, évidemment, il n'aura pas le même volume, il n'aura pas le même besoin de préparation. Mais il faut retenir, je pense, que quelqu'un qui veut refaire des courses à partir du mois de mars, le mois de janvier, c'est un bon moment pour commencer à refaire du volume petit à petit. Je ne sais pas ce que tu as ajouté, Joseph, peut-être. Non, c'est très bien. Je pense qu'il faut, voilà, quand on parle de volume, on parle vraiment d'intensité, d'exercice à basse intensité. Donc, c'est-à-dire, en fait, il faut vraiment pouvoir parler sans difficulté. La pire des choses, c'est de reprendre vraiment en étant à fond, en roulant à fond, par exemple, tout le temps, et en disant, mais ça va, je suis en forme, parce qu'en fait, au début de la saison, vous êtes souvent frais, on est souvent frais, on est plein d'envie, donc on a envie de rouler vite. Et c'est là, en fait, il faut savoir en fait, vraiment faire attention et rouler justement doucement, voilà, pour ne pas s'épuiser. Parce que en fait, l'énergie que vous mettez aussi à l'entraînement l'hiver, vous l'aurez pas forcément du coup, après pour la suite de la saison. Donc, il faut vraiment, quand les sorties vraiment de volume, c'est des sorties de volume, c'est des sorties de foncier. Il faut, voilà, à basse intensité. Moi, je sais que c'était quelque chose personnellement où j'avais parfois du mal. Voilà, en début de saison, j'étais tout fou, je roulais à fond. Et en fait, à la fin, je l'ai souvent payé après en saison, avec un coup de fatigue. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, savoir doser, s'économiser, parce que la saison est longue finalement. Exactement, il faut savoir doser. C'est pas, voilà, la saison, elle se termine pas au mois de mars ou au mois d'avril, à part en 2020, mais voilà. Et donc normalement, il faut vraiment savoir, voilà, se dire que parfois même aussi se servir d'ailleurs des premières compétitions comme tremplin, comme entraînement. Moi, ça m'est arrivé d'arriver sur des compétitions en sachant pertinemment, de toute façon, c'était la mise en route, j'étais pas totalement prêt, mais ça permet de faire au même titre que les intensités, c'est une course et les intensités, et donc ça permet de progresser assez rapidement, voilà, en faisant ça. Par contre, du coup, voilà, il faut être prêt psychologiquement parfois à se prendre une bonne raclée parce qu'on n'a pas du tout au niveau où on souhaiterait être, quoi, au début. C'est normal.
Ok, ouais, très bien. Oui, après les premières compétitions peuvent servir aussi de préparation pour une cible plus lointaine dans la saison, en fait. Exactement. Et ouais, donc moi, c'est souvent ça. Quand on parle d'objectifs, alors après, ça dépend. Les gens qui ont effectivement, qui font 3, 4 courses par an, bien sûr, bah, voilà, disons elles auront pas, qu'elles n'ont pas 40 objectifs. Donc, bah, chaque course est vraiment importante et il faut essayer de se préparer au mieux. Après, voilà, moi, quand j'avais 30, 35 jours de course par an, bah, certaines courses, clairement, c'est vraiment des courses de préparation. On y va et on sait que parfois ça marche bien. Parfois c'est une course un peu plus, voilà, on galère un peu plus. C'est vraiment, ça permet justement de progresser et il faut accepter de ne pas être à son top niveau. Et pour le coup, on cible vraiment, quand on a beaucoup de jours de course, on cible vraiment quelques objectifs, mais c'est en général, franchement, sur une saison, c'est 3 objectifs, quoi, 2, 3 objectifs grand max. Voilà, et toutes les autres courses vont s'articuler autour. Toute la préparation s'articule autour. Et donc, moi, je fonctionnais par cycle. Et donc, c'était, voilà, les grands objectifs, c'est en fait des fenêtres de pic de forme. Et une fenêtre de pic de forme, ça dure 2, 3 semaines, allez, peut-être un mois en max. Donc, il faut savoir choisir sa saison. Même si vous faites beaucoup de jours de course, même si vous faites beaucoup de courses, il faut prioriser et regarder là où vous voulez vraiment être performant. Ok, très bien. Je vais juste profiter là parce on est au premier tiers de notre live. On va faire un petit point sur le sondage. Donc, donc je vous rappelle qu'on peut répondre au sondage dans l'onglet sondage pour ceux qui viennent d'arriver. Alors actuellement, on a 68% des personnes qui ont répondu qui s'entraînent l'hiver. Donc même 70%, ça vient de changer. Donc on a plutôt un public assidu. Et donc 30% forcément fatalement qui coupe complètement l'hiver. Donc c'est bien, le sujet il est pile poil dans la cible. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de continuer avec un autre sondage. Là, on va vous demander quel est le nombre de courses que vous planifiez de faire en 2021. Alors, je précise dans des conditions normales. Voilà, quelle est votre saison type? Est-ce que vous participez plutôt à 3-4 courses ou est-ce que vous avez un programme beaucoup plus riche? Donc là, c'est plutôt une question ouverte. On vous laisse répondre toujours dans l'onglet sondage qui a juste à côté de l'onglet questions. Il y a peut-être une autre question aussi, alors qui va peut-être être un peu plus technique, mais je vois qu'elle intéresse pas mal de personnes. C'est concernant l'alimentation. Alors, comme je précisais tout à l'heure, on n'a pas de nutritionniste en face de nous. C'est pas notre métier et c'est pas leur métier non plus à tous les deux. Par contre, bien sûr que l'alimentation fait partie de leur quotidien de sportif. Alors, les questions, elles sont multiples, mais je vais les poser en une. C'est voilà, comment gérer l'alimentation, quels aliments et combien de temps avant. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont recommandés pendant une préparation hivernale, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, je sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être Pierre, si tu veux bien démarrer. Ok. Bon, il y a des principes généraux, hein, alimentation variée, équilibrée, etc. Pas trop de quantité. Souvent en hiver, on a tendance à manger un peu plus gras. C'est normal de prendre 2-3 kilos, 3-4% de sa masse globale en hiver. C'est pas grave, on les repère vite aux premiers entraînements. Le corps, il a besoin de stocker un petit peu plus quand il fait plus froid. Donc moi, je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a 3 phases dans l'alimentation. C'est l'alimentation avant l'effort. Imaginons, je prévois une sortie de 4 heures le dimanche, ben, il faut que je mange des glucides éventuellement la veille ou du moins le matin, donc prendre un bon petit déjeuner. L'alimentation pendant, donc en hiver, c'est important de prendre au minimum une barre par heure, une barre de céréales, en tout cas de prendre des glucides, surtout lorsqu'il fait froid, et de prendre une boisson glucidique, donc isotonique, etc. C'est intéressant aussi, selon les goûts de chacun. Il y a aussi des électrolytes qui fonctionnent pas mal. Donc, les électrolytes, c'est sans sucre, mais c'est des minéraux. En tout cas, moi, je conseille quand même vraiment en hiver de faire attention pendant l'effort. Même si on n'a pas soif, même si on n'a pas faim, il faut s'alimenter.
pour éviter la fringale, pour pouvoir rentrer en bon état chez soi. Le but, c'est pas d'arriver sur les rotules après la sortie de 3 heures. Et la troisième phase, ça va être après l'effort. Voilà, j'ai fait ma sortie de 3 heures, je me réchauffe. Il faut continuer à bien s'hydrater et avoir un repas à nouveau peut-être un peu plus riche en glucides que d'habitude. Donc ça, c'est vraiment des grands principes généraux. FX l'a dit, moi je ne suis pas un nutritionniste, mais c'est une constante qu'on va retrouver. Oui. Je peux juste ajouter, tu as tout dit, Pierre, voilà, éviter au plus possible la fringale des reprises d'entraînement l'hiver, parce que c'est là, en fait, elle fait vraiment mal. On met souvent du temps à s'en remettre. C'est pas super bon, en fait, d'aller loin dans la fringale. C'est juste, ça fatigue énormément et en fait, l'organisme a du mal parfois à réagir après ça. Donc, je déconseille. Par contre, voilà, il faut savoir aussi que en fait, quand vous terminez un effort, que ce soit une course ou un entraînement, il y a une fenêtre, on appelle une fenêtre métabolique de 30 minutes à peu près, dans laquelle en fait, vous assimilerez plus vite les aliments si vous mangez dans cette fenêtre. Donc, par exemple, si vous rentrez dans l'entraînement de 4 heures, voilà, vous pouvez, si possible, il faut manger assez rapidement pour en fait comme ça récupérer plus vite. Et donc voilà, ça permet à l'organisme, vous améliorez votre récupération et donc vous pouvez après vous mettre une charge plus importante. Voilà, donc c'est un petit conseil. Et cette fringale dont tu parlais à la reprise, comment tu peux faire pour l'éviter ou minimiser le risque d'apparition? Et ben, comme disait Pierre, manger vraiment régulièrement. Donc toutes les heures, une barre, voilà, une pâte de fruits, quelque chose, des glucides, pour vraiment avoir un apport durant l'effort. Il faut surtout, l'erreur en fait à ne pas faire, c'est de commencer à rouler. Et puis en fait, au bout de 3 heures ou 2 heures et demie, c'est comment prendre la première barre, parce qu'en fait, il faut vraiment se forcer pour la première heure à manger. Parfois, on n'a pas faim, mais si vous avez prévu une sortie qui dépasse 2-3 heures, voilà, il faut surtout pas attendre d'avoir faim voilà, d'attendre trop pour manger, parce que là, c'est trop tard. Ok, très bien. Ouais, donc et ça, d'ailleurs, cette règle-là, elle est aussi valable en course. Moi, par exemple, en course, je mange beaucoup plus régulièrement. Bon, je suis peut-être un peu extrême, mais je mets carrément un bip sur mon GPS, sur mon Garmin, toutes les 20 minutes, une alarme de temps, en fait, et même à l'entraînement, en fait, elle y est encore d'ailleurs, pour penser à manger. Et donc, en course, moi, ça m'arrive, en fait, j'essaye, en fait, de manger toutes les 30 minutes après. Voilà, 20-30 minutes. Et voilà, vous pouvez prendre des gels, vous pouvez prendre des barres de céréales. Moi, je prends même des pommes potes. Ça marche aussi. Ça, c'est un peu au goût de chacun et je vous conseille de tester différentes choses parce que tout ne marche pas avec tout le monde. Chacun a un peu ses habitudes et ses préférences. Ok. En tout cas, en pratique, c'est bien boire ou manger avant d'avoir faim ou avoir soif. Savoir le faire régulièrement, c'est important. Ensuite, on a deux questions de deux internautes qui vont être complémentaires et ça tombe bien parce qu'elles vont vous être adressées à chacun d'entre vous. La première, c'est voilà, pour une personne qui veut préparer plutôt des courses longue distance. Alors, on a l'exemple de l'Ultra Raid de la Mèche, par exemple. Est-ce qu'il y a un programme idéal pour arriver à être finisher sur ces courses? Parce que là, on parle vraiment de c'est dur. Ouais, c'est vraiment de mémoire au mois de septembre, je pense, l'Ultra Raid de la Mèche. C'est une course qui est très longue. C'est plutôt un raid, en fait. Un raid en semi-autonomie de mémoire, donc il faut prendre une couverture de survie avec, etc. Moi, ça me fait un peu penser au chemin du soleil, sauf que c'est sur une seule étape. Enfin, l'Ultra Raid de la Mèche, j'aimerais bien le faire en 2 étapes, mais sans doute ici, on parle en un jour. Ce qui est bien, c'est que c'est à la fin de l'été. Donc, pour moi, cet objectif, il doit être travaillé progressivement. Donc, travailler le foncier pour le moment, donc en hiver, sortie de l'hiver, début du printemps. Et l'été, travailler un peu plus de volume. L'Ultra Raid de la Mèche est technique. On n'a pas encore parlé de ça. Ici, on parle bien de VTT. C'est important pour préparer un raid comme ça qui est quand même assez
assez compliqué. En tout cas, c'est du costaud. Il faut pouvoir avoir le volume d'entraînement, le bon niveau technique. Donc, moi, je recommande de faire quand même des séances spécifiques de technique. S'entraîner aussi à faire du portage, parce qu'il y a plusieurs sessions de portage et c'est pas toujours facile de porter le vélo. Imaginons, il y a une bosse de 10 km qu'on monte peut-être en 1 heure, faire un portage d'une demi-heure après, ça peut vraiment détruire les jambes. Donc, c'est important de se préparer. C'est vraiment un événement qui est spécifique, donc c'est important de se préparer sur le même type de terrain ou en tout cas d'essayer de reproduire ce qu'on va voir sur cette course-là. Aussi, de mémoire, sur cette course, on part tôt le matin. Donc, il y a une partie qui est en nocturne. Et pour le préparer idéalement, moi, je recommanderais de rouler de temps en temps avec une lampe, même si c'est en été, pour bien calculer les trajectoires, le niveau de réaction, la vitesse de réaction, elle n'est pas la même quand on roule la nuit. Donc, vraiment, pour l'ultra-raid de la Mèche, c'est hyper spécifique. Il y a différentes vidéos d'ailleurs qui sont présentées par l'organisation. Et franchement, moi, je recommanderais même de peut-être contacter les organisateurs ou essayer de trouver des gens qui l'ont déjà fait, qui vont pouvoir donner des conseils spécifiques parce que le VTT en haute montagne est pas comparable avec ce qu'on va pouvoir retrouver sur un route d'Azur ou autre. C'est vraiment une épreuve spécifique. Et Pierre, si je comprends bien, pour essayer un peu de généraliser le concept, en fait, l'hiver, c'est plutôt propice à faire de la selle, faire de l'endurance, ouais, faire des séances plutôt travailler le foncier. On peut aussi travailler le côté qualitatif avec la technique. Et puis après, au fur et à mesure de la saison, on va monter en intensité. C'est un peu ça? C'est ça, mais en fait, par intensité, ça dépendra des objectifs. Donc, imaginons quelqu'un qui veut faire du cross-country olympique, des courses de 1h30, va travailler plutôt des intensités courtes, mais plus fortes, avec des répétitions plus rapprochées, etc. Répétition d'1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, par exemple, fois 5, 8, 10 fois, ça dépend du niveau. Tandis que quelqu'un qui voudra faire un long marathon, grand raid de BCVS, un 125, la MBRS, ou un autre raid, on va plutôt être sur des niveaux d'intensité un petit peu plus faibles, mais plus longs. Dans le sens où la gestion de l'effort, elle sera totalement différente sur une course de 6 heures que sur une course de 1h30. Donc, sur une course de 6 heures, il y a énormément de paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Attention à sa mécanique, avoir un vélo peut-être un peu plus lourd, mais des pneus renforcés. Attention à l'alimentation, super important. Sur une course aussi longue, on va prendre aussi du salé. Attention à son hydratation. Attention, on va rouler plutôt avec un cardio et se dire, je ne vais pas dépasser 80% de ma FD max dans les bosses. Je vais plutôt rouler régulier. Si un mec me dépasse, je ne vais pas vouloir prendre sa roue spécialement, même s'il roule seulement 1 km plus vite que moi, je vais plutôt gérer ma course pour moi-même avec un objectif personnel ou peut-être de classement, mais je vais plutôt voir ma course tout seul, tandis que sur un XCO, là, c'est une bagarre ouverte, je vais dire, où les intensités sont beaucoup plus fortes. Donc, le foncier, c'est quelque chose qui est général à la préparation du VTT, et en fonction des objectifs, les entraînements, ils vont être un petit peu différents. Ok, très bien. Ouais, donc là, on a plutôt le socle commun, c'est le foncier. Et après, le travail qualitatif va être différent en fonction des objectifs. Ouais. Je vois quelques questions, effectivement, en fonction quel est le programme. C'est vraiment des questions très difficiles. On peut vraiment répondre ici, parce que ça dépend vraiment de chacun, de chaque objectif et tout. Mais de mon expérience, ce que je peux dire, c'est que, par exemple, moi, je pouvais être très efficace sur du ICO, donc des courses d'1h30, en faisant, disons, mettons 10 heures d'entraînement par 10-12 heures d'entraînement par semaine, vraiment des entraînements très qualitatifs, en ayant quand même une bonne base foncière pendant l'hiver, c'est-à-dire en acceptant l'hiver des fois de faire 2-3 semaines un peu plus chargées avec éventuellement 15-20 heures de pour voilà, des bases vraiment foncières solides. Et après, en s'entraînant juste 10-12 heures, on peut avoir déjà un niveau vraiment correct en ICO. Pour ce qui est du marathon, par contre, là, il faut vraiment des entraînements beaucoup plus longs. Et donc, du coup, faites aussi un volume d'entraînement à la semaine qui est aussi nettement plus supérieur. Et voilà, pour vraiment prêt pour des épreuves de 6 heures, il faut savoir, en fait, si vous n'avez pas la possibilité de vous entraîner toutes les semaines 25 heures, parce que ça, c'est compliqué. Et il faut pouvoir, en fait, simplement prévoir des moments, donc des week-ends,
ou des semaines de vacances, etc., où vous allez en fait faire un stage, des petits stages avec plus de volume. Donc, il y a des moments, par exemple, où vous allez dire, bah voilà, pendant 3 jours, je vais faire, mettons, 15 heures de vélo, 3 grosses sorties de 5 heures, pour vraiment habituer l'organisme à des efforts de longue durée et avoir, être capable de passer la barre des 4, 5, 6 heures à peu près sereinement, quoi. Ok. Je fais un petit tour là du côté de notre sondage. Donc sur la question combien avez-vous prévu de mettre de plaques sur votre vélo cette année? Combien de compétitions vous souhaitez, vous envisagez de faire cette année? Alors on a voilà une majorité, 60% qui vont courir entre 0 et 5 fois. Donc c'est vraiment voilà vraiment des objectifs sûrement à bien préparer puisqu'ils sont peu nombreux, parce que faire une compétition quand on est bien préparé, c'est quand même c'est plus sympa et ça permet aussi de se faire des souvenirs plus agréables. Ça donne envie surtout d'y retourner. Donc la préparation est d'autant plus importante puisque au moins en cours, au final, au plus il y a de périodes d'entraînement. Ok, et je vous propose de démarrer aussi, de lancer un autre sondage sur votre type de pratique. Alors, est-ce que c'est plutôt une pratique olympique, donc sur une distance plus courte, ou une pratique marathon qui est des distances plutôt d'endurance, certaines fois à étapes. Donc, est-ce que vous êtes plutôt XCO ou XC marathon? C'est la question qu'on lance là, et on revient faire un petit point d'ici quelques minutes. Et j'ai envie d'enchaîner par une question, une question qu'on a un petit peu évoquée. C'est voilà, là, la question, c'est quand on est un routier, comment travailler la technique pour faire du VTT, mais même pas forcément un routier. Je pense qu'un VTTiste a toujours besoin de la peaufiner. Donc voilà, est-ce que l'hiver c'est le bon moment, et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer techniquement au VTT, parce que une bonne technique, ça fait gagner des secondes, voire des minutes quelquefois. Qui veut répondre à cette question? Peut-être Pierre, je te laisse démarrer. Je vais commencer, Joseph pourra compléter. Moi, ce que je trouve génial en VTT, c'est qu'on peut passer 10 fois sur le même chemin. Les conditions, elles seront 10 fois différentes. S'il y a de la pluie, de la boue, s'il fait super sec, si on roule à plusieurs, il y aura un peu de poussière, etc. Donc, c'est important de bien avoir son vélo en main. Je l'ai dit tout à l'heure, les parcours ils deviennent de plus en plus techniques. Donc, maintenant, les courses, elles ne se gagnent plus seulement la pédale, elles se gagnent aussi au niveau de la technicité. Donc, c'est vraiment une qualité à travailler. Alors, moi, de mon côté, donc, habitant en Belgique et en ayant des dénivelés pas exceptionnels, souvent, ce que je fais quand je travaille la technique, je fais des petits circuits en forêt, avec des parcours, des chemins qui sont assez difficiles à gérer, et j'essaie de les passer le plus vite possible. Donc, j'essaie une trace, j'essaie une deuxième trace, j'essaie une troisième, et au final, je mets à chaque fois un lap sur mon GPS, et à la fin de l'entraînement, je peux voir en fait quelle est la trajectoire qui m'a permis de rouler le plus vite. Des fois, c'est pas toujours la trajectoire qu'on pense. On peut prendre la trajectoire la plus courte. Ça dépend vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler. Je travaille aussi régulièrement la pression dans mes pneus. J'essaye de différents settings au niveau de ma fourche et de l'amortisseur. Donc, c'est important de voir la technique comme un tout, d'avoir vraiment le vélo qui fonctionne super bien. Un dernier truc moi, que j'aimerais souligner, c'est que la tige de selle télescopique, pour le moment, elle devient de plus en plus intéressante, et elle permet de passer des obstacles quand même plus facilement, plus vite et plus facilement pour une perte de poids, je vais dire de peut-être 400 grammes. Le vélo, il va s'alourdir un petit peu, mais au final, ça va être, je pense qu'on y gagne sur une course. Ok, merci Pierre. Joseph, est-ce que tu veux compléter là, sur cet aspect technique en VTT? Eh ben, écoutez, je peux compléter sur par rapport au VTT. Donc, c'est vrai que par rapport aux conditions météo, parfois, ça peut être délicat d'aller s'entraîner vraiment sur le terrain, mais il faut quand même le faire parce que de toute façon, le VTT ne peut pas remplacer, il n'y a rien qui remplace vraiment la technique. En tout cas, la route ne remplace pas le VTT d'un point de vue technique. Ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser un VTT électrique. Ça, c'est vraiment
des nouveautés. Enfin, de ces dernières années, ça s'est quand même beaucoup démocratisé et c'est un outil super intéressant en fait pour progresser techniquement. Ça permet en fait de faire des sorties éventuellement foncier, donc c'est-à-dire à vraiment au niveau avec un rythme, donc en tout cas physique quand même beaucoup plus faible, et quand même de faire de progresser dans les descentes, en plus avec des VTT qui ont souvent des gros débattements. Et donc voilà, ça c'est un bon outil pour progresser, et donc un bon. Je pense qu'on a perdu. Pour faire du foncier, voilà, en utilisant la. Ah, on a perdu la fin. On n'a pas eu la fin de ta phrase, hein, Joseph. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Nous t'entendons, Joseph, pas de stress. On t'entend, pas de problème. Je suis dans backup. Je disais, excusez-moi pour les petits aléas du direct. Donc, du coup, en fait, je disais que simplement, le fait d'avoir un VTT électrique, ça pouvait vraiment permettre de faire du foncier et aussi, du coup, de profiter, donc, de faire beaucoup de montées sans trop forcer pour après progresser techniquement dans les descentes avec des VTT qui sont quand même vraiment, qui ont des grosses suspensions, de mettre un peu d'engagement et du coup, de prendre la confiance, en fait, pour progresser. Ok, super, ouais, très bien. Donc, le VTT électrique, un bon complément finalement pour progresser techniquement. Il y a une autre question, alors c'est pas sur le même sujet, mais qui est intéressante. Je pense qu'on l'a tous vécu. Les entraînements sur le home trainer, ça peut être des séances rapidement rébarbatives, où on peut s'ennuyer. C'est compliqué de trouver la motivation. Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'outils, qui existent. Vous, comment vous faites sur le home trainer? Quel type de séance, à quelle fréquence, et puis qu'est-ce qui vous permet de vous motiver pour monter sur le vélo, sur son home trainer? Et ben alors, je vais répondre à cette question. En tout cas, je vais commencer à répondre. Moi, j'étais pas du tout fan du home trainer jusqu'à en fait au premier confinement. J'en avais un, mais bon, à part prendre la poussière dans le garage, il roulait pas beaucoup, le pauvre. Et du coup, au premier confinement, j'étais bien obligé de l'utiliser. Et j'ai découvert en fait aussi Zwift, qui existe depuis des années en fait, voilà, mais qui est quand même une plateforme qui a quand même le mérite d'exister et qui fonctionne bien. Donc ça permet, moi c'était vraiment, ça m'a permis du coup de dépasser, parce que d'habitude je faisais au bout de 30 minutes de home trainer, j'en pouvais plus, j'ai l'impression que ça faisait 2 heures que j'en faisais. Et donc le fait que ce soit quand même assez ludique, assez collaboratif, ça permet quand même de faire passer le temps beaucoup plus rapidement. Voilà, au bout d'une heure et demie, on voit beaucoup moins le temps passer, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui regardent des séries, qui même, on peut s'appeler en visio, mettons les outils informatiques, ça permet de faire des choses quand même assez sympathiques. Après, d'un point de vue entraînement, c'est des outils qui sont assez motivants parce que du coup, on voit notre avatar pédaler, on peut créer des exercices sur ces plateformes qui permettent avec des objectifs, éventuellement en groupe, etc. On peut suivre des entraînements grâce à ces plateformes. Et voilà, donc ça demande d'avoir un home trainer au minimum. Et le mieux, c'est d'avoir un home trainer connecté ou alors un home trainer avec un vélo et un capteur de puissance. Mais ça permet vraiment de faire du travail de qualité. Et ça permet, moi, je trouve que le fait que ça soit connecté, c'est quand même un gros plus. J'étais un peu sceptique au début. Mais ça m'a quand même redonné un peu envie, ça m'a redonné goût au home trainer, quoi. Pierre, merci Joseph. Pierre, tu veux compléter Juste compléter deux, trois points. Moi, je pense que le home trainer, c'est un super outil pour travailler les répétitions quand on roule en VTT ou dans la cyclo. Avoir un tronc d'arbre, il y a plein de choses différentes. Tandis que sur le home trainer, si on travaille 1 heure, on sait que c'est 1 heure de pédalage. Donc, c'est 1 heure qui va être hyper qualitative et le rendement, je vais dire, de l'entraînement, il va être très, très bon. Quelques précautions quand même. Souvent, on préconise de ne pas faire plus de 1h30 de home trainer d'affilée. Moi, je roule toujours avec un ventilateur parce que comme il n'y a pas de vent,
Évidemment, la sudation, elle est beaucoup plus importante que quand on roule à l'extérieur. Et il faut faire attention de bien s'hydrater pendant et après pour ne pas perdre trop de minéraux. Mais moi, je recommande quand même la pratique du home trainer, si c'est possible, 2 fois par semaine, par exemple, avec à chaque fois une séance spécifique sur juillet. Alors, je crois pense qu'on a. ouais, on est en train de perdre Pierre. Pierre, on est en train de Des te séries, perdre. peu importe, il y a d'autres plateformes. Ouais, là, on a perdu Pierre définitivement. Donc, on a un petit problème de connexion. Excusez-nous, hein, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment de se connecter avec le couvre-feu à partir de 18h. Les bureaux ne sont plus accessibles. Donc, on est chacun chez soi et ça complexifie un peu la connexion. Ouais, Pierre, on t'a perdu. Oui, tu finissais sur… Ouais. Me revoilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un bon outil d'entraînement, qu'il ne faut pas en faire de trop. Il ne faut pas s'obliger non plus. Et si vous faites du home trainer, faites bien des séances spécifiques. Travaillez les répétitions, éventuellement, travail de force, des sprints, etc. Mais ne roulez pas juste 1 heure sur le home trainer parce que bon, ça, c'est pas le plus fun, c'est clair. Voilà. Okay. Moi, j'ai testé également j'ai testé les courses, même sur Zwift, et ça peut être une façon de se motiver. Si jamais vous avez s'il est 19h le soir, vous avez envie de vous défouler, il existe plein de formats de courses sur cette plateforme, parfois de un quart d'heure, 20 minutes, voilà, 1 heure si vous voulez. Et ça permet après le classement, on s'en fiche, mais par contre, vraiment de s'entraîner, de faire de l'intensité. Et ça, c'est quand même un bon outil. Et le plus important, c'est que ça donne envie de faire du vélo. Et alors là, justement, je ne sais pas si c'est en lien avec le home trainer ou de manière plus générale, mais là, on a une question sur voilà, le quid du fractionné des séances de puissance. Quelle fréquence, durée et intensité? Alors, on va dire que c'est sur le home trainer, je suppose, parce que c'est une question qui vient juste d'arriver. Eh bien, alors, au niveau du fractionné, comme disait Pierre tout à l'heure, ça va dépendre en fait la durée. Suivant la durée, on va travailler des choses différentes. Donc, sur des durées inférieures à 15-30 secondes, je ne suis pas entraîneur, hein, mais on va plutôt travailler l'explosivité. Voilà, c'est vraiment du fractionné court. Après, sur du fractionné avec des répétitions plus longues, par exemple 1 minute, 2 minutes, suivant après le niveau de puissance que vous mettez. Là, on peut travailler on peut travailler du lactique, donc en fait vraiment la résistance quand on produit de l'acide lactique. Et là, ça sera plus en fait des efforts donc vraiment de résistance. Par exemple, vous allez travailler votre capacité à mettre beaucoup de puissance en fin de course. Là, lorsque vous avez les jambes pleines d'acide lactique, c'est des choses différentes. Il y a aussi même des sprints de 10 secondes. Parfois, vous allez travailler l'explosivité pure, mais ça peut avoir des impacts sur aussi sur votre coordination musculaire, sur vos sensations. Moi, je sais par exemple, à titre d'exemple, que par exemple faire une séance de sprint 3-4 jours même 3 jours avant un objectif, c'était des sprints de 5-10 secondes. C'était vraiment très bénéfique. Je récupérais très rapidement, mais en fait, ça me permettait vraiment de me sentir bien le jour J. Donc c'est important de tester en fait ces séances de fractionné, de vous faire surtout de vous écouter votre corps, de voir comment vous réagissez dans les jours qui suivent. On ne réagit pas tous pareil. Et vous avez certainement remarqué que par exemple, il y a un certain type de fractionné qui marche mieux sur vous que sur d'autres. Et donc là, voilà, c'est important du coup d'avoir une bonne conscience, une bonne connaissance de soi. Donc, il faut y tester. Merci Joseph. Pierre, est-ce que tu souhaites compléter ouais, tu as déjà pas mal évoqué le sujet sur le home trainer, mais tu as peut-être aussi des conseils à donner sur ce sujet? Oui, pour moi, c'est pas un outil indispensable. Par contre, si vous en avez un, utilisez-le. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui restent au garage et c'est un peu dommage. Enfin, ici, pendant le confinement, je crois qu'énormément de gens ont redécouvert la pratique du home trainer et c'est bien fait.
C'est pas un indispensable, mais ça peut être un outil qui est quand même vachement valable, surtout si vous avez moins de temps pour vous entraîner en semaine. Si vous voulez pas sortir le soir, ici pour le moment il fait noir à 17h30. C'est plus prudent de faire du home trainer une heure après le boulot que de sortir avec les phares ou quand il pleut, il fait froid, etc. Donc pour l'hiver, pour moi, c'est un super outil. Ça peut être aussi un bon outil pour la récupération. Le lundi, le lendemain de la course, faire 45 minutes vraiment tranquille pour relâcher les muscles, c'est intéressant. Ouais. Et puis je te rappelle, Pierre, qu'en France, on ne peut pas rouler après 18h en ce moment. Exactement, pardon. Vous l'avez remarqué, je suis belge. C'est vrai que les règles sont un petit peu différentes chez nous. Ok, bah, parfait. Donc oui, un outil qui est en tout cas qui est utile s'il est bien utilisé. On change un petit peu de sujet là. On a une question en fait sur. On se rapproche peut-être plus de l'objectif entre guillemets. C'est qu'est-ce qu'on fait une semaine avant une course. Alors je suppose que c'est différent si c'est une semaine avant une course longue distance et que quand c'est une semaine avant une course d'un format plus compact. Mais alors vous, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Alors je redonne la parole à Joseph pour alterner un peu. Donc moi, la semaine avant une course, déjà, je diminue en général, là, si c'est vraiment un objectif, je diminue la charge d'entraînement. Donc, c'est-à-dire, voilà, si je m'entraîne en moyenne 15-20 heures par semaine, en général, la semaine avant la course, ça va être une dizaine d'heures, avec surtout des séances de déblocage, donc c'est-à-dire s'il peut y avoir une intensité, mais ça sera plutôt court. En tout cas, ce ne sera pas des séances qui nécessitent une longue période de récupération. Donc, en gros, toutes les séances avec des efforts, des efforts intensifs sur plusieurs minutes, 10-20 minutes. Ça, non, ça prend beaucoup de temps pour récupérer ce genre d'efforts, donc il n'y aura pas ce genre d'efforts. Et après, il peut y avoir une séance, comme je disais, de sprint, par exemple, pour moi, en fait, 2-3 jours avant, même la voilà, ça permet de faire un déblocage. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas rouler 2 jours avant la course. Voilà, moi, franchement, j'ai essayé des tas de configurations différentes et j'ai pas remarqué de grosses différences. Voilà, par contre, chacun réagit différemment, donc c'est important de tester. Et après, le jour J, avant la course, ce qui est important, c'est de bien s'échauffer. Alors, on ne s'échauffe pas pareil pour une course de 6 heures que pour une course d'une heure et demie en ICO. Donc, c'est-à-dire, en gros, sur du ICO, en fait, il faut avoir un entraînement vraiment poussé, vraiment intense. Il faut arriver vraiment sur la ligne hyper chaud parce qu'en fait, ça part à fond, de toute façon. Sur un marathon, c'est vrai que souvent, ça part aussi très vite, mais c'est clair que si vous partez sur une course de 6 heures, vous ne pouvez pas vous permettre, c'est compliqué quand même de faire une heure d'échauffement avant. Donc, il faut quand même trouver un juste milieu. Donc, moi, souvent, avant les courses marathon, dans l'idéal, je m'échauffais 30 minutes. Un entraînement vraiment progressif, très, 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 très doux au début et après plus intensif à la fin avec une petite période de retour au calme les 10 dernières minutes. Voilà, on allait sur la grille de départ. Voilà. Je ne sais pas si Pierre, tu as quelque chose à ajouter. Ouais, juste un petit truc à ajouter. Ça sert à rien la semaine de la course de vouloir charger l'entraînement parce que la forme, elle est déjà là. Donc, si vous faites 15 heures d'entraînement cette semaine-là, ça ne va pas vous faire progresser pour le dimanche. Il faut plutôt se dire d'être serein, de bien vérifier son matériel, de se reposer, toujours bien s'alimenter, etc., bien s'hydrater, faire quelques petites intensités, comme Joseph l'a dit, mais pas trop longues. Et après, il n'y a pas vraiment de formule magique. Moi, j'aime bien aussi rouler la veille de la course, plutôt faire des sprints ou quelques petits blocs d'intensité. C'est un truc qui me réussit plutôt bien. Ça m'arrive même parfois sur des cross-country olympiques qui ont lieu l'après-midi de faire 30 minutes de home trainer à jeun, mais vraiment en tournant les jambes à 100 ou 110 pulses. Donc, l'idéal, c'est d'essayer. En tout cas, les grands principes, c'est qu'il ne faut pas se fatiguer la semaine de la course. Il y a tout à perdre. Ouais, quand on a son niveau son niveau de forme, c'est bien aussi de savoir se ménager des plages de repos pour clair, vraiment. optimiser. C'est d'ailleurs comme ça que tu es venu abattu Eddy Merckx sur le Tour de France en ne courant pas, en s'entraînant pas la journée de repos. Donc, comme quoi le repos a du bon. Oui. Bon, c'était une petite aparté historique. Il y a une question aussi qui est dans un autre domaine. Si on a prévu de rouler sur un tout suspendu, est-il intéressant de s'entraîner sur un semi-rigide pour
augmenter son niveau technique, mieux sentir la réactivité du vélo. Donc se concentrer plus sur l'aspect technique. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que voilà, le semi-rigide, il est complémentaire au tout suspendu pour les périodes d'entraînement? Alors moi, bon, je vais laisser Pierre répondre à cette question. Ok, bah, alors déjà, il faut pouvoir avoir deux vélos, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc au final, assez peu de gens, je pense, ont un tout suspendu et un semi-rigide. Moi, ma préco, ce serait plutôt la semaine avant la course de rouler avec le même vélo ou au maximum avec le même vélo pour l'avoir bien en main. L'angle de braquage va pas être systématiquement le même. Le poids entre un tout suspendu, un semi-rigide n'est pas le même. Même si on essaie d'avoir la même position, elle ne sera pas toujours exactement identique. Entre un full, par exemple, chez nous, le 900S, il est en 120 mm, tandis que le XC 900, il est en 100 mm. Donc, clairement, ce n'est pas les mêmes vélos. Donc, moi, je préconiserais plutôt la semaine avant la course de rouler avec le même vélo en fonction des objectifs. On parlait tout à l'heure de l'Ultra Raid de la Meige. Clairement, je le déconseille fortement de le faire en XC 900. Le seul avantage, ce sera dans le portage. Le vélo, il sera plus léger, mais pour tout le reste, on va clairement perdre. Donc là, il faut avoir tout suspendu avec un peu du débattement. Par contre, sur des courses un peu plus roulantes, le hardtail, il pourrait être bénéfique, clairement. Mais les deux vélos, à l'heure actuelle, les deux vélos se valent en fonction des terrains. Si on voit même les meilleurs mondiaux, je prends le cas de Schurter cette année au championnat du monde. Bah, étonnamment, il a roulé en hardtail. Il n'a pas roulé avec son tout suspendu. Jordan Sarrou, il a gagné avec un tout suspendu. Donc, c'est assez difficile pour le moment. C'est un peu à l'appréciation de chacun, ça dépend. Ça dépend vraiment. En tout cas, toi Pierre, tu conseilles plutôt de t'entraîner sur le vélo de la course, quoi. Ah oui, oui. Sur le vélo avec lequel tu vas courir. Et surtout, dans le cas du cross-country olympique, bien faire la reconnaissance avec le vélo avec lequel vous allez faire la course, parce que à nouveau, du 100 mm ou du 120, tout suspendu ou artère, le comportement il sera pas du tout le même. Dans les descentes, dans les montées, le grip il va être un peu différent. C'est important aussi d'avoir les mêmes pneus, les mêmes pressions. Donc voilà, l'idéal pour moi c'est de garder le même vélo. Je te rejoins tout à fait. Utiliser l'outil pour se familiariser le plus possible et avoir ses repères sur son vélo. C'est important. Je vais faire un petit tour du côté du sondage pour voir un peu plus qui vous êtes. Bon, c'est d'une courte tête, c'est la pratique XC marathon qui l'emporte. On a 50% des internautes qui font ce genre de pratique, 44% pour le XC olympique et 6% pour le XC éliminateur. Donc on a plutôt des pratiquants longue distance avec nous. Voilà, ce qui peut peut-être aussi expliquer qu'il y en a un peu plus qui roulent l'hiver que sur notre sondage précédent. Peut-être, alors il nous reste 3 minutes. On a une question qui peut être pas mal pour conclure peut-être. Alors, difficile de répondre, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour programmer un pic de forme au moment de la compétition? Est-ce qu'il y a une astuce? Bien sûr, je sais ça dépend de chacune des personnes, ça dépend aussi d'un peu de son passé, de ses expériences, mais est-ce qu'il y a des astuces pour programmer un pic de forme le jour J? Je réponds. Ouais, vas-y, Joseph. Vas-y, Joseph. Bon, alors, moi, ce que je pense, alors, ça dépend un peu, ça, c'est vraiment une question technique. Faut pas hésiter à demander à quelqu'un de vraiment compétent. Mais moi, ce que j'aurais fait, en fait, moi, pour en tout cas, ce que je faisais, c'était que, en gros, j'avais donc pendant un mois, c'était vraiment un mois et demi, c'était vraiment du foncier. Après, petit à petit, je faisais de plus en plus de spécifiques avec des charges d'entraînement quand même assez importantes. Et en fait, le fait simplement de diminuer la charge d'entraînement en fait une semaine avant les objectifs, souvent ça suffit en fait pour provoquer le pic de forme. Et quand on a fait une bonne base de foncier, du bon travail au niveau des intensités, le fait en fait de diminuer, relâcher un peu la pression, ça permet en fait à l'organisme du coup de surcompenser nettement et du coup en fait d'être en forme le jour J.
Voilà. Je ne sais pas si Pierre, tu as quelque chose à ajouter. Non, bah, c'est des grandes règles. Donc, c'est l'histoire de la pyramide. Il faut avoir une bonne base de foncier, puis au fur et à mesure, on va pouvoir y aller de plus en plus spécifique. Et la semaine avant l'épreuve, on diminue la charge d'entraînement, on garde juste des petites intensités. Et puis, parfois, il y a un petit coup de chance, parfois ça marche super bien, parfois ça marche moins bien. C'est toute la difficulté de la préparation. Il y a tout un aspect mental aussi qui joue aussi. Voilà, il y a différents facteurs. Mais ce sont les grands principes que Joseph a expliqués. Par contre, moi, ce que je conseillerais, c'est si vous avez vraiment des objectifs ambitieux, ce serait de vous rapprocher d'un préparateur qui pourra vous faire des plans d'entraînement spécifiques, soit via la fréquence cardiaque ou idéalement via un capteur de puissance qui est pour moi un must quand on veut avoir des entraînements ciblés. Mais voilà, tout dépend de l'ambition de chacun. Ça coûte aussi. Donc, il y a moyen déjà d'arriver à un bon niveau en travaillant avec les quelques principes ici qu'on a évoqués. Super, merci Pierre. Je pense que ce sera la question de la fin, le mot de la fin. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On n'a pas vu le temps passer. Ça passe super vite. Bon, on est conscient qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions. Par contre, comme d'habitude maintenant, on s'engage à y répondre. Donc, on répondra par écrit. Il y a certaines questions qui sont très pointues, donc on vous renverra vers les bonnes sources d'informations. En tout cas, on répondra à tout le monde. On voulait, enfin moi personnellement, et je pense que mes deux acolytes aussi, on veut vous remercier pour vos questions, pour votre participation. Voilà, on a passé un super moment comme la première fois. On espère que ça vous a donné envie de nous retrouver sur les prochains. Donc, je fais un petit peu de teasing sans avancer les sujets, mais voilà, d'ici 1 mois, vous retrouverez un nouveau sujet lié à votre sport préféré. Donc voilà, on espère vous revoir nombreux à ce moment-là. Donc moi, j'en ai terminé. Je vous salue, je vous dis au revoir. Pierre, Joseph, je vous laisse également saluer notre auditoire. Ok, bah, tu as quasiment tout dit, hein, Fix, mais juste un petit mot. En espérant que les courses puissent reprendre le plus vite possible, moi, je serai présent sur différentes courses en France, en Belgique, un petit peu en Italie, en Espagne aussi. Si vous me rencontrez, moi, je ne vous connais pas, donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger matos, épreuves, sur ce que vous voulez. Donc, n'hésitez vraiment pas, en espérant dans tous les cas qu'il y aura le Rock d'Azur, c'est dans longtemps, mais je sais que sur le Rock, on a la chance de rencontrer pas mal de VTTistes et de gens qui roulent en rider. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Donc, venez vers nous, on attend que ça. Et tous les feedbacks et tous les avis que vous nous donnez, on les prend en compte. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous, en tout cas, merci. Merci à tous de votre présence. Merci à tous. Ciao. Merci. Allez, salut, bonne soirée.